Bienvenue à toutes et à tous, je suis Isabelle Bautian, romancière et scénariste de bande dessinée, et dans ce podcast, je vous donne des déconseils d'écriture. Bonjour à toutes et à tous, le déconseil du jour est le suivant. Un écrivain ou une écrivaine doit avoir une orthographe irréprochable. Pourquoi ce conseil est donné ? Selon moi, pour deux raisons, et la plus évidente de ces raisons n'est peut-être pas la plus légitime, je m'explique. La raison, je pense, qui vient souvent à l'esprit, et qui est une bonne raison, c'est que, désolé, vous êtes écrivain ou écrivaine, et la langue française, c'est votre outil de travail. Et un artisan doit maîtriser son outil de travail. Navré, mais voilà. Je dis souvent que l'important dans l'écriture, c'est pas tant la maîtrise de la langue que la narration, et ça je le maintiens, enfin dans l'écriture de fiction, je le maintiens, ça, il n'y a pas de souci, mais le fait est qu'il y a quand même des bases, et oui, l'écriture est un art, mais l'écriture est aussi un artisanat, avec ses techniques, avec ses outils, et l'outil de base c'est la langue française, et il faut un minimum avoir les bases. Et je parle pas forcément on est tous et toutes susceptibles de faire des fautes, on ne sait pas comment s'écrivent tous les mots, on n'est pas à l'abri d'une étourderie, d'une faute de frappe, ou juste d'être un peu au radar, et des fois d'écrire un peu au phonétique. Je vous avoue que ça m'arrive, quand je me relis sur certains manuscrits, par moments je suis là, ah ouais, d'accord, ok. Donc oui, on fait tous des erreurs. Et je parle plutôt en fait de fautes qui peuvent permettre de se demander si vous pigez ce que vous écrivez. Typiquement, des classiques en français, c'est l'orthographe de c'est. Donc C-E-S, S-E-S, C apostrophe E-S-T. Quand vous voulez écrire C apostrophe E-S-T, donc c'est deux mots en fait. C'est un sujet et un verbe. C'est cela est. Et c'est vrai que quand vous l'écrivez en un seul mot, c'est quand même un peu curieux à recevoir en tant que lecteur. Je veux dire, vous savez que c'est un sujet et un verbe. Ouais, une faute comme ça, ça fait s'interroger. Et donc, évidemment, si vous écrivez une fois ça, on va se dire, tiens, elle n'était pas réveillée ce jour-là. Mais si votre manuscrit comporte de nombreuses fautes de ce type-là, ça, on va dire, pour dire poliment, ça n'envoie pas une très bonne première impression. Et c'est pas tant vous tapez la honte ou quoi que ce soit, c'est juste que l'éditeur va se dire, là, va y avoir du taf, quoi. Parce que les bases, elles sont pas là. Donc, est-ce que l'éditeur a envie de se prendre la tête sur des manuscrits qui vont demander tant de boulot ? Je sais pas. Et en fait, c'est là que je voulais en venir, parce que, cette raison, elle existe, mais c'est pas... Pour moi, c'est pas la plus importante. La plus importante est quand même assez bêtement pratique. C'est que les éditeurs reçoivent énormément de manuscrits. J'avais vu des estimations, donc je pense que ça doit varier selon les années, mais en gros, un gros éditeur comme Gallimard va recevoir à peu près 30 manuscrits par jour. Ça peut être plus, c'est vraiment une moyenne. C'est énorme. Et quand vous êtes dans un univers aussi concurrentiel, vous allez peut-être vouloir déjà faire une bonne première impression et vous détacher dans le bon sens, en fait. Ce qui se passe quand vous envoyez des manuscrits, c'est que, alors chez les petites maisons d'édition, c'est les éditeurs eux-mêmes qui vont les recevoir et les lire, et chez les grosses, va y avoir ce qu'on appelle des lecteurs. Et ces lecteurs, c'est pas des éditeurs pour la plupart, c'est des gens qui sont honnêtement pas très bien payés pour faire de la purge, en fait. De la purge de manuscrits à la chaîne, déjà virer tous les manuscrits qui ont été envoyés à cet éditeur, alors qu'ils n'auraient pas dû. Typiquement, vous n'avez pas idée du nombre de maisons d'édition qui font par exemple que de la poésie, par exemple, et qui vont recevoir des sagas de science-fiction, parce que pourquoi pas. Donc ça déjà c'est un vrai problème, mais ça c'est vite purgé. Mais il y a d'autres choses où ils vont devoir faire un premier tri pour que les éditeurs derrière aient matériellement le temps de faire leur travail, et donc de lire les manuscrits qui vont être considérés comme potentiellement publiables. Et là, de faire un choix un peu plus fin, dirons-nous. Et ces gens-là,
des fois, ils ont juste des grilles moi, ça m'est arrivé de faire de la relecture pour un éditeur de taille moyenne, et j'avais une fiche de lecture que je devais remplir. Je devais pas rentrer dans le détail, et je devais pas forcément dire, enfin, je pouvais toujours, mais c'est pas moi qui allais dire, oh ouais, ok, mais ce manuscrit, il est très imparfait, il y a beaucoup de travail, mais quel coup de cœur, oh là 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 là. Non, c'était vraiment, c'était du travail fait vite fait, et on m'a dit, alors j'ai pas vu ça personnellement, mais que certains éditeurs ont des grilles vraiment un peu artificielles avec des critères qu'il faut remplir pour pouvoir passer ce premier cap. Et c'est certain que quand vous êtes dans cette espèce de marché si saturé, si votre manuscrit est blindé de fautes, comme je le disais, l'éditeur il voit ça et il se dit mais j'ai un boulot de dingo sur ce manuscrit, même si le manuscrit est bon. Est-ce qu'un manuscrit truffé de fautes d'orthographe peut être un très bon récit avec des personnages formidables, un fond magnifique, une narration épique? Oui, mais en fait, il y en a d'autres, des manuscrits avec un fond formidable, des super personnages, une belle histoire, une narration épique qui sont envoyés à ce même éditeur. Et ces manuscrits ne sont pas truffés de fautes. Et à un moment, faut faire un choix, parce que l'éditeur, de toute façon, ne pourra pas tout éditer. Il ne pourra pas éditer tous les bons manuscrits qu'il reçoit. Donc, un premier choix évident, c'est de prendre ceux sur lesquels il ne va pas devoir dépenser un temps et un argent phénoménal pour les rendre lisibles. Et c'est ça aussi, un manuscrit qui est vraiment truffé de fautes, il n'est pas lisible. Ou il l'est si on fait un effort, mais ce que vous voulez quand vous envoyez votre manuscrit à un éditeur, le premier critère qui va faire que votre manuscrit va passer le cap de l'intérêt pour un éditeur, c'est est-ce qu'il est rentré dedans. Et là, j'en reviens à la narration. C'est vraiment est-ce que parmi toute la foule de choses plus ou moins bien écrites que l'éditeur reçoit, est-ce que là, il s'est levé le matin, il a pris son café, il se dit allez, c'est parti, il faut que je me tape toute la pile de manuscrits. Celui-là, allez, on fait ça vite fait. Et oh punaise, 1 heure après, j'ai pas pu le lâcher. C'est ça que vous voulez idéalement provoquer. Et il y a une réalité, c'est que même si c'est très bien écrit, en vrai, les fautes d'orthographe vont faire sortir du récit. C'est même si vous comprenez au final, si vous faites l'effort de décortiquer les petits trucs incongrus, ne serait-ce qu'un instant, votre cerveau, le cerveau du lecteur, il va tiquer, il va sortir du récit, et vous voulez vraiment pas faire sortir l'éditeur du récit, et pour ça, ne pas avoir envoyé un manuscrit truffé de fautes, c'est la base. Surtout que il y a des moyens, quand vous savez que vous n'êtes pas bon en orthographe. Il y a des moyens quand même de résoudre le problème, au moins grossièrement. Déjà, vous pouvez faire relire à des gens qui sont meilleurs que vous, qui vont vous pointer les plus grosses fautes, et vous avez des logiciels de correction. Et donc, il y a des logiciels qui est professionnel. Il y a un logiciel professionnel qui sort que la plupart des gens utilisent, qui s'appelle Antidote, qui est payant, qui est pas ultra cher pour un logiciel professionnel, mais qui est quand même un petit investissement. Vous pouvez investir là-dedans. N'investissez pas, par contre, dans un correcteur professionnel, dans une personne qui fait la correction, si vous visez l'édition à compte d'éditeur, parce que ça fait partie du travail de l'éditeur, d'avoir un correcteur derrière qui va faire une vraie passe, un humain derrière qui va vraiment corriger l'orthographe. Et en plus, ça va vous coûter une fortune pour, au final, faire le boulot de l'éditeur. Donc voilà, ne faites pas ça. Moi, évidemment que vous voulez vous auto-éditer, là, surtout, faites-le. Mais comme je disais, il y a plein de logiciels, et il y a même des logiciels gratuits. Sur les traitements de texte, le logiciel de Word, il a ses limites, mais les fautes hyper grossières, il va vous les montrer. Et c'est vrai que là, pour le coup, je me mets à la place de l'éditeur ou de l'éditrice qui reçoit un manuscrit truffé de fautes. Elle peut... c'est pas très respectueux. Ça se fait pas d'envoyer, ça fait un peu écoute, je sais que mon truc est blindé de fautes parce que Word il me l'a souligné en rouge partout, donc j'ai vu, mais écoute, moi mon manuscrit il est top, et vas-y Troufion, vois mon génie et fais ton taf, corrige tout, moi j'ai autre chose à faire. Je caricature, mais honnêtement, ça peut donner cette impression. C'est super pas respectueux de faire au moins un truc, une passe
de correction orthographique de base gratuite pour donner un truc lisible à votre interlocuteur. C'est pas l'éditeur qui est venu vous chercher en général, c'est vous qui lui demandez son attention. Donc en général, quand on demande l'attention de quelqu'un, on essaie d'être un peu poli avec cette personne et de lui faciliter la vie. Donc voilà pourquoi ce conseil est donné. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ce conseil, c'est de la merde. Alors, déjà, première raison, et la manière dont je l'ai phrasé précédemment vous en a peut-être donné un indice, on ne parle pas d'avoir une orthographe irréprochable en réalité. On parle de ne pas envoyer un truc truffé de fautes, qui fait sortir de la lecture, qui montre que vous ne maîtrisez pas votre outil éventuellement. En gros, envoyez pas un truc illisible ou pénible à lire. Mais évidemment, je vous ai dit, il y a un métier dans l'édition qui s'appelle correcteur ou correctrice. Si ce métier existe, c'est pas juste pour repérer les petites fautes de frappe que ce génie de l'écriture et de l'orthographe aurait pu laisser par pure inattention. Non, c'est parce que les manuscrits, il y a des fautes dedans. C'est parce que les auteurs et les éditeurs ne maîtrisent pas parfaitement la langue française et qu'il faut des experts derrière pour corriger. La langue française est une langue qui est absurdement complexe, que la plupart de ses locuteurs ne maîtrisent en réalité pas bien, même quand ils pensent la maîtriser, ce qui pour moi pose un gros problème pour une langue vivante, mais passons. Et beaucoup de gens qui pensent avoir une très très bonne orthographe ont en réalité une orthographe pas si bonne que ça. Hein. Moi j'ai vu des gens qui se targuaient de leur orthographe exceptionnelle. Les règles du subjonctif, je peux vous dire qu'ils les maîtrisaient pas complètement. Hein. Et c'est normal, hein, je veux dire, elles sont dingos les règles du subjonctif en français, les règles d'emploi du subjonctif. Donc, ce métier de correcteur existe parce que les écrivains ne maîtrisent pas complètement l'orthographe, les éditeurs derrière ne le maîtrisent pas complètement, et alors même que c'est leur métier, que c'est des gens qui font très peu de fautes, et bien sûr qu'il peut y avoir des fautes dans vos manuscrits, on se détend. Moi, j'ai des collègues qui sont dyslexiques. Ils font des fautes, et ils font parfois des fautes un peu absurdes, comme celle que je mentionnais au début de ce podcast. Et c'est des très bons écrivains, très bonnes écrivaines. C'est pas grave. Leurs récits ils sont super bons. Et c'est des gens qui ils savent qu'ils ont ce problème d'orthographe, et donc ils y font particulièrement attention. Ils envoient les meilleurs manuscrits qu'ils peuvent à l'éditeur derrière, et oui, il reste quelques fautes, et tout va bien se passer. Il n'y a pas besoin d'être un génie de l'orthographe. Et je parle de gens dyslexiques, mais il y a juste des gens qui sont pas bons. On n'est pas tous égaux, on n'a pas tous les mêmes capacités. Il y a des gens, l'orthographe, c'est pas leur truc, et c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas des super belles histoires à raconter, et qui ne méritent pas d'être édités. Et je voulais quand même en venir sur un truc, sur un détail, c'est que ce coup cette espèce de fixation sur l'orthographe, en réalité, c'est un peu un comportement de gardien du temple. C'est un comportement classiste, il faut dire les termes. Donc bon, là, je commence par dire, évidemment, qu'il n'y a pas besoin d'être un bourgeois pour maîtriser l'orthographe, évidemment qu'on peut être un prolétaire et avoir une très bonne orthographe. Ceci dit, statistiquement, le meilleur moyen dans la vie de maîtriser l'orthographe, c'est de faire des bonnes études, ou des études assez longues, et d'avoir un très bon accès à la culture à minima. Et la triste réalité étant ce qu'elle est, ces choses sont un privilège des classes sociales plutôt aisées d'une manière générale, même s'il y a des exceptions dans les deux sens. Quand je dis aisée, ça peut être classe moyenne, hein, mais bon, bref. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que, consciemment ou non, cette fixation sur l'orthographe est le fait de personnes qui aiment bien le petit entre-soi bourgeois de la littérature, et qui pensent que peut-être ces basses classes ont moins de choses à raconter. C'est pas forcément conscient, encore une fois, hein, je pense pas qu'il y a là des gens qui sont gnac, on va empêcher tous les prolos de venir nous rejoindre, non. Mais oui, c'est classiste. Et donc d'une part, c'est pas bien, les discriminations, c'est mal. Mais au-delà de cette posture morale, la littérature, donc particulièrement la littérature générale, mais pas que, souffre d'un problème est remplie de classe moyenne sup et bourgeoise. Pour des tas de raisons, déjà d'accès à la culture, mais aussi il y a certains métiers qui vont faciliter plus
la gestion vont nous donner un peu plus de temps pour écrire à côté de notre métier ou à minima pour nous organiser, pour faire les deux métiers, de mener les deux métiers de front. Moi, je vois typiquement, j'écris surtout en littérature de l'imaginaire et c'est honnêtement pas le domaine où les écrivains sont les plus bourgeois, mais je veux dire, tous ceux qui ont un autre métier à côté sont profs ou traducteurs ou chercheurs, voilà, bon, tous évidemment non, hein, mais beaucoup. C'est les métiers qui permettent de gérer son temps un peu pas forcément comme on veut, mais quasi, et c'est des métiers assez bourgeois. Et on a besoin d'autres voix dans la littérature. Le but de l'art, c'est pas juste de parler entre soi. C'est de donner voix à d'autres visions, à d'autres expériences, à d'autres façons d'aborder la vie, à d'autres imaginations, à de la variété en fait, et on souffre d'un gros problème de variété dans la littérature parce qu'on a cette sélection à la base. On a besoin de gens qui ne soient pas que des classes moyennes et des bourgeois, et oui, discriminer sur l'orthographe fait partie du problème. C'est évidemment pas le seul problème, mais ça en fait partie, et je trouve qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour du sujet. En conclusion, soignez votre orthographe, oui. Maîtrisez vos outils, apprenez à maîtriser la langue française, c'est important, et vous vous rendrez compte que plus vous la maîtriserez, plus vous aurez de solutions pour rendre votre récit plus clair, plus joli, mais aussi plus intéressant. Ne vous fermez pas à tous ces possibles. Respectez les gens à qui vous envoyez des manuscrits. Encore une fois, c'est vous qui les sollicitez. Et la base de la base, c'est surtout quand vous savez que vous avez un problème d'orthographe, de faire le taf pour que votre manuscrit soit lisible. Je me répète, mais ouais, ça s'appelle la courtoisie en fait. Mais oui, vous pouvez écrire si vous n'avez pas une bonne orthographe. Oui, vous êtes légitime si vous n'avez pas une immense culture littéraire par ailleurs. Oui, vous pouvez être un merveilleux conteur sans être un dieu de l'orthographe, sans avoir fait des études. Oui, vous avez le droit de l'ouvrir, vous avez le droit de conter vos histoires, et on a le droit de les entendre et de les lire. Donc ne vous laissez pas décourager par des gens qui vous disent « Oh, ton orthographe c'est de la merde, tu peux pas être écrivain. » Non, il y a des écrivains qui ont une orthographe de merde, je vous le dis, voilà, il y a des solutions. C'est pas du tout un critère, j'en reviens à la narration et à l'imagination qui sont bien plus importants que ça. Donc faites le taf de base, soyez respectueux, maîtrisez vos outils, travaillez sur vos défauts d'écrivain, et des fois l'orthographe en fait partie, mais ne voyez pas ça comme un obstacle. Il y a une place pour vous, même si vous n'êtes pas un dieu de la maîtrise des finesses de l'emploi du subjonctif. Merci d'avoir écouté ce déconseil d'écriture. N'hésitez pas à partager les mauvais bons conseils qu'on vous a donnés en commentaire ou via la messagerie de mon site www.isabellebotian.com. Pensez à vous abonner et à liker, et si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire à partir de 1 € sur ma page Ko-fi, ko-fi.com/isabotian. À très bientôt.